Bonjour tout le monde. Je viens de sortir d'une commission parlementaire qui se tient en privé pour statuer à savoir si on peut se saisir d'une pétition. On fait ça sur une base assez régulière. La pétition porte sur la reconstruction de la salle d'urgence du bloc opératoire des soins intensifs de l'hôpital d'Amos. Pétition qui est déposée par la députée de l'endroit, Suzanne Blais. 25 000 personnes ont signé la pétition. Les deux autres députés de l'Abitibi-Témiscamingue appuient également cette pétition, mais les députés de la majorité caquiste ont décidé aujourd'hui de ne pas se saisir de cette pétition-là en disant que ce n'est pas le bon moyen. Alors, ça nous laisse un peu perplexes parce que les pétitions se multiplient du côté de la partie gouvernementale. On fait signer des pétitions par les citoyens, portées par le député, et une fois qu'on veut se saisir de l'enjeu, la majorité caquiste s'y refuse. Pendant ce temps-là, on a des installations qui sont vétustes. Ça fait depuis 2019 que le projet est dans les plans. On nous dit qu'il y a une réhabilitation sismique qui n'a pas passé le test. Et puis, le dossier, là, à l'heure actuelle, est comme suspendu depuis juin, qu'on attend des décisions gouvernementales là-dessus. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec l'hôpital de Maria, pour lequel il y a aussi une pétition qui actuellement est signée par plus de 3 000 personnes? Donc, est-ce que c'est le même scénario qu'on nous promet? On repousse les échéances. Pendant ce temps-là, les infrastructures en matière de santé se dégradent partout au Québec. Merci. Se poursuit cette semaine encore à l'Assemblée nationale, ici, la commission parlementaire sur le projet de loi 69 réformant le secteur de l'énergie. Hier, pendant 20 minutes, j'ai demandé à la ministre Fréchette si le gouvernement du Québec avait un plan en matière d'énergie. La réponse est non. Nous commençons donc l'analyse de ce projet de loi qui est important pour l'avenir énergétique et économique du Québec. Le gouvernement n'a pas de plan, n'a pas de vision. On a octroyé des blocs d'énergie. Pas de plan. Si on n'a pas de plan, ça veut dire que c'est la discrétion de l'ancien ministre qui a compté. On discute de tarifs d'électricité pour faire face à la menace de tarifs douaniers de l'administration Trump. Pas de plan. Tarifs d'électricité, pas de plan. Alors, c'est vraiment très surprenant d'apprendre que nous en sommes là après 7 ans de gouvernement caquiste, mais c'est ce qui a été confirmé hier en commission parlementaire. Selon vous, pourquoi Jean Boulet veut encadrer davantage le droit de grève? Bien, ça va être à lui de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on a vu du gouvernement caquiste dans ces 7 années de pouvoir, notamment l'année dernière, ou il y a 2 ans, au moment des grands mouvements des travailleurs de l'État? Ça a été une incapacité de mener efficacement le processus de négociation. Tout le monde le sait. On a regardé ce qui avait été déposé comme offre au début, puis ce qui a été conclu à la fin. Puis il y avait une différence énorme. Tout le monde savait que les offres étaient inacceptables pour les travailleurs de l'État. Et au début, le gouvernement ne se présentait pas à la table de négociation. Alors, est-ce que le gouvernement veut faire payer les travailleurs pour ces problèmes de négociation? C'est ce qu'on va voir. Le projet de loi, on ne l'a pas vu. Alors, on va être très prudent dans nos commentaires aujourd'hui. Il va être déposé tout à l'heure. Est-ce que c'est une bonne idée de s'y intéresser à cette question-là, l'encadrement des grèves? Bon, est-ce qu'il y a des modernisations qui sont possibles? Est-ce qu'il y a des ajustements à l'encadrement? On va être ouvert à regarder ce que le ministre propose dans son projet de loi, qu'on ne connaît pas encore. Donc, ce matin, il faut faire attention. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le projet de loi. On va l'étudier. C'est ça, faire la politique de rigueur. Maintenant, sur les intentions, encore une fois, bien, ça va être au gouvernement d'expliquer qu'est-ce qu'il veut faire avec ce projet de loi. Est-ce que vous pensez que c'est susceptible d'être bloqué par les tribunaux, sachant que la Cour suprême, par exemple, s'est déjà prononcée là-dessus? Est-ce que c'est une crainte que vous avez? S'il s'agit de déséquilibrer les rapports de négociation entre l'État et ses travailleurs, bien, c'est sûr que les travailleurs de l'État vont avoir un droit légitime de contester la constitutionnalité des mesures qui vont être proposées. Mais encore une fois, on ne les a pas vues encore, ces mesures-là, donc soyons prudents avant de se prononcer. Est-ce que ces notions-là de sécurité économique, sécurité sociale qu'on évoque, pour vous, ça tient la route? Est-ce que ça pourrait être un élargissement raisonnable, selon vous, de la notion de service essentiel? Je vais vous répondre à la même chose. On n'a pas vu encore le projet de loi. Donc là, ce matin, vous nous demandez de nous prononcer sur quelque chose qu'on n'a pas encore vu. On ne sait pas ce que le gouvernement va proposer, ce qu'il va faire. Il y a déjà des définitions de services essentiels. Est-ce que la FAE, qui a fait la grève pendant 1 mois, devrait être empêchée de le faire sous prétexte que... Alors, est-ce que le mouvement de grève de l'automne 2023 est une conséquence, et le fait que ça a duré,
Est-ce que c'est une conséquence? Est-ce que c'est un problème de définition de services essentiels ou c'est un problème d'un gouvernement qui a tardé à se présenter aux tables de négociation, qui a tardé à faire des offres raisonnables? Pendant des semaines, on a dit, ça n'a pas de bon sens ce que vous offrez. Vous savez que ça ne fonctionnera jamais. Alors, que le ministre nous explique la pertinence du projet de loi qu'il propose. Prêt à regarder pour des possibles modifications. Donc, est-ce que présentement, vous voyez des lacunes dans la loi actuelle? Par exemple, dans le cas du FEC, là, il y a un an ou deux, cet été où il était passé, est-ce qu'il y avait une lacune là-dedans, en fait, que le Québec ne peut pas intervenir pour dire on a encore des droits de grève? Ça va être au gouvernement là, de nous expliquer les mesures qu'il propose ce matin. Société actuelle, vous voyez des lacunes qu'on devrait venir mieux encadrer? Ce que je vous dis, c'est que ce qu'on a vu dans les dernières années avec ce gouvernement au pouvoir, ça a été un gouvernement qui n'a pas réussi à avoir des stratégies de négociation qui évitaient des longs conflits, comme on l'a vu à l'automne 2023. Le problème, c'est la stratégie gouvernementale. Le problème, c'est le gouvernement qui ne se présentait pas à la table de négociation. La stratégie gouvernementale, donc la population aurait pu être prise en otage pendant le fait qu'il y aurait eu des problèmes avec la retombée économique. Est-ce que dans un cas comme celui-ci, ça aurait été une bonne chose d'intervenir puis d'empêcher ou de restreindre le droit de grève? Ça aurait été une bonne chose de présenter des offres raisonnables dès le départ, de se présenter aux tables de négociation dès le départ, de ne pas attendre la dernière minute, de ne pas attendre que la population exprime sa volonté que ça se règle. Et souvenez-vous, parce qu'il faut se souvenir, pendant toute la durée de ce long conflit de travail, la population a continué à soutenir les travailleurs de l'État en disant « Nous voulons des professeurs dans nos salles de classe, nous voulons des infirmières dans les soins de santé. » Alors, est-ce que c'était ça le problème ou c'était un gouvernement qui négociait mal? C'est ça la question. Le gouvernement du Québec, M. Paradis, doit garder ses espaces à bureau en location dans le quartier Saint-Roch, coûte que coûte. Ce quartier-là libre. Vous faites référence à quoi dans votre question? L'opposition municipale dit que les fonctionnaires pourraient quitter les locaux en location dans le quartier Saint-Roch et que ce serait achever le quartier parce que le quartier va déjà mal. Est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait absolument garder ses fonctionnaires? Je ne connais pas là, les détails là, du dossier dont vous me parlez, mais je sais que l'occupation par les travailleurs de l'État d'espace dans les centres-villes, c'est essentiel à la vitalité de nos centres-villes. Il y a actuellement toutes des discussions qui ont cours là, sur le télétravail puis la présence au bureau qui ont un impact. Je pense que ce qu'on veut, c'est que le gouvernement contribue aussi à la vitalité des centres-villes. Et la vitalité des centres-villes, ça passe par des travailleurs, des entreprises privées, bien sûr, mais des travailleurs aussi d'État qui sont présents puis qui vont manger dans les restaurants, qui utilisent les services de proximité dans les centres-villes. Donc, c'est une question à étudier sérieusement. Oui. Sur la pétition déposée par Mme Blais, ils nous ont dit donc ce matin que c'était pas le bon moyen d'étudier la question, mais est-ce qu'ils ont dit ce qui était le bon moyen? Quel est le bon moyen de faire avancer ce dossier? C'est la question qui se pose. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une pratique qui se développe maintenant où les députés du parti au pouvoir disent aux citoyens, mais écoutez, si vous voulez faire avancer le dossier, bien, on peut porter une pétition en votre nom à l'Assemblée nationale, mais c'est une espèce de cul-de-sac où, finalement, on dépose une pétition. Il y a 25 000 personnes qui veulent, dans ce cas-là, la rénovation du bloc opératoire de la salle d'urgence qui, je dois quand même le mentionner, réalise 50 % de toutes les chirurgies en Abitibi-Témiscamingue. Mais une fois qu'on est rendu à en débattre, à s'en saisir, puis à écouter des groupes, puis à voir comment on va finalement faire avancer le projet, le gouvernement dit non, c'est pas le bon moyen. Quel est le bon moyen? Retour à la case départ. On est en attente du gouvernement, puis on ne nous l'a pas dit. La question a été posée. Alors, si ce n'est pas le moyen, quel serait le bon moyen? Mais ça, on ne se prononcera pas là-dessus. On ferme le dossier, on vote contre cette proposition-là, puis on recommence à zéro en attente, puis sans savoir si le dossier va débloquer. À un moment donné, on dit, bien là, on est en train de retravailler le PQI. Ce n'est pas rassurant non plus, parce que ce projet-là, il est déjà inscrit au PQI, mais pas en phase de réalisation. Est-ce qu'on va l'inscrire au mois de mars? Certainement, on l'espère, mais est-ce que les coûts ont augmenté? Tout ça, il y a très peu d'informations et de transparence à l'heure actuelle sur ce dossier-là. Sur l'influence des députés de la CAQ et même des ministres de la CAQ dans des dossiers d'hôpitaux, on a vu M. Lamontagne faire un point de presse sur l'hôpital de Drummondville, là, puis ça avance pas. Bien, absolument. Et c'est le ministre Jean Boulet, qui est responsable de la région Abitibi-Témiscamingue, s'est prononcé en faveur, lui également, de ces investissements
investissement-là en disant que c'était fondamental. C'est une question d'attraction, de rétention aussi de la main-d'œuvre, parce qu'il y a des gens des médecins, des spécialistes, même du personnel infirmier spécialisé, qui disent, moi, je veux pratiquer dans des conditions qui sont adéquates et stimulantes, disons. Alors, oui, vous avez raison de poser la question, puis on se la pose aussi, là, à quel jeu on joue si les députés de la banquette gouvernementale n'ont aucun pouvoir sur les décisions gouvernementales, alors que ça a été essentiellement l'argument qu'ils ont utilisé en 2022 pour se faire élire. Et aujourd'hui, on voit que les dossiers n'avancent pas, mais on dit aux gens, signez une pétition, je vais la porter. Et une fois qu'on l'a apportée à l'Assemblée nationale, bien, essentiellement, on la tablette, on la met de côté, puis on recommence à zéro. La ministre Derry, votre parti dénonce beaucoup la culture de l'annulation. Est-ce qu'on est là-dedans avec elle? Bien, ce dossier-là est très préoccupant. D'abord, c'est une ministre de l'enseignement supérieur qui va se mêler du contenu d'un cours particulier. Et c'est d'autant plus préoccupant que c'est à la suite d'interventions d'une organisation dont elle était elle-même membre du conseil d'administration précédemment. Alors, dans ce temps-là, il faut être particulièrement prudent sur les conflits d'intérêts et les apparences de conflits d'intérêts. Nous, on trouve ça extrêmement préoccupant, ce qu'on apprend aujourd'hui dans les médias. Probablement un dossier d'intérêt pour la commissaire à l'éthique. Et le premier responsable de l'éthique des membres du cabinet, c'est le premier ministre du Québec. On a hâte de l'entendre, lui, sur cette question-là. Est-ce que vous comptez aller voir la commissaire à l'éthique avec ce dossier-là? On est en train de regarder, là, parce qu'il y a un code d'éthique. Il faut voir quelles dispositions s'appliquent. Mais pour nous, il y a certainement des questions sérieuses qui se posent en matière d'apparence de conflit d'intérêts ou de conflit d'intérêts. Et encore une fois, il y a aussi les grands principes. On a regardé, c'est qu'on regarde la loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel. Là, les possibilités d'intervention de la ministre là, sont très limitées à l'article 29. Là. Enquêter sur tout comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des étudiants. C'est un seuil très élevé. Là. Donc, est-ce que la loi a été respectée? Les très sérieuses questions qui se posent. Le conflit, à votre avis, est à quel endroit? Est-ce qu'elle aurait dû, par exemple, se récuser dans ce dossier-là parce qu'elle a déjà été au CIJA? Est-ce que c'est à ça que vous faites référence? Mais oui, là, c'est une organisation avec laquelle elle a eu des liens étroits. Alors, dans ce temps-là, généralement, tu dois faire preuve de grande prudence, peut-être même te retirer toi-même du dossier pour laisser d'autres intervenir. Là, ce qu'on voit, c'est qu'elle a sauté dans le dossier elle-même, puis elle est intervenue donc pour discuter du contenu d'un cours particulier dans un collège. Il y a beaucoup de questions problématiques dans ce dossier-là, et on veut des réponses en premier lieu du premier ministre du Québec. Qu'est-ce qu'il pense, lui, des actions de sa ministre de l'enseignement supérieur dans le cadre de ce dossier-là? Est-ce que vous croyez au TGV Québec-Toronto? Bien, écoutez, on rêve tous d'avoir un TGV là, entre Québec et Toronto. Je pense que pour ceux qui ont déjà voyagé à travers le monde, puis que, comme moi, ont pu prendre le Shinkansen au Japon ou le TGV en France, on est 30 ans, 40 ans en retard sur d'autres nations, sur d'autres juridictions. Ce qui est particulier, c'est qu'un premier ministre sortant, avec plus aucun pouvoir, ni d'influence, ni d'investissement, ni politique, nous annonce comme ça aujourd'hui qu'il va de l'avant, 10 ans trop tard. Il a été élu en 2015. S'il y croyait vraiment, il aurait pu le réaliser. Alors, on se permet un certain scepticisme sur le réalisme de l'engagement de M. Trudeau. Mais sur le fond, nous, on continue de penser que c'est une excellente idée. On nous dit qu'on a au moins mis de côté la question du train à grande fréquence, qui était, disons, une solution qui était loin d'être optimale. Si on doit investir des sommes importantes, aussi bien avoir un train qui fonctionne à grande vitesse, il semble avoir des partenaires sérieux privés qui poussent pour ce projet-là. Mais à savoir si je crois, moi, aujourd'hui, que le gouvernement de Justin Trudeau va réaliser quoi que ce soit avant la fin de son mandat. Bien sûr que non, mais que le dossier soit ramené à l'ordre du jour par les prochains gouvernements à partir de l'élection fédérale, et puis que le gouvernement du Québec s'y intéresse aussi. Moi, je pense qu'il faut continuer d'avoir ces ambitions-là. Et rapidement, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, des propos de M. Legault sur les bagarres au hockey? Encore une fois, c'est notre premier ministre qui manque de hauteur.
sembler faire l'apologie de la violence. On est en 2025, là. On est dans une époque où on est préoccupé par les commotions cérébrales, où on veut mettre fin à ce genre de comportement-là chez nos jeunes, mais ça commence par l'exemple qui est donné par les professionnels. Commentaire d'abord irrespectueux aussi envers le collègue qui a soulevé la question hier à l'Assemblée nationale, et manque de hauteur, commentaire absolument inapproprié. In English? Yeah. Oh, sorry. It's okay. Is Minister Boulet's bill an attempt at union bashing? Well, we haven't seen the bill yet. So it's going to be tabled today. We're going to have a close look at the bill. The minister will have to explain the reasons why he's tabling the bill. Is it because he wants to make workers pay for this government's own failure to have a proper strategy in negotiating that had as an impact long conflicts at the fall of 2023? That remains to be seen. But if the goal is to reduce the space for negotiation and to strike an improper balance between the government and state workers, we're going to be there. Otherwise, if it's about modernizing the framework, we're open to have a look at it. And when it comes to the high-speed train that's being proposed by the federal government, you say it's 10 years too late. Why now? Why not? I mean, it's definitely an electoralist strategy 2 weeks before the Prime Minister Trudeau steps down. It's not serious. It's quite ridiculous to say the truth. And just like, you know, his attempt to give people a check for $250 or to reduce the GST. It's a last resort, last desperate attempt to try and get people voting for the Liberals. Wrong timing, definitely. Interesting topic, though, or interesting project if it's taken seriously by a serious government and private, partners. So we're certainly hoping that, one day we can develop some kind of commuting system that will work the same way it works all over the world. I think we should, be able to, develop such a project. But the circumstances make me doubt that this government will do it. And quickly on Derry, it's a tumultuous time right now, and lots of campuses are struggling to deal with the ongoing conflict. What would you suggest she do instead of stepping in like she has? Well, having concerns about the global context is one thing. Intervening in the content of a specific course is not acceptable. So Minister Derry has crossed the line. Furthermore, we are concerned by appearances of conflict of interests because the organization that proposed the intervention is an organization. She was a member of the board prior to becoming a minister. So in such circumstances, generally, you must be of the you must be very careful, and Minister Derry obviously was not careful. So we ask Prime Minister Legault to look at the situation and to tell us what he thinks of what happened with Minister Derry in that case. Thank you.